Bonjour, je voudrais vous présenter le Dr. Judith Volcy. Elle est actuellement professeure adjointe de médecine interne à la Morehouse School of Medicine à Atlanta. Elle est directrice de la clinique médicale de Grady Memorial Hospital. Elle a obtenu son diplôme de premier cycle à Rutgers dans New Jersey et son diplôme de médecine au New York College of Osteopathic Medicine. You can start when you're ready. Okay, good morning everyone, and thank you for coming. And this is really part 2 of the first talk I did back in November. Bonjour à tout le monde, merci d'être venu. Ceci c'est la seconde partie de la présentation que j'avais réalisée du mois novembre dernier. I wanted to review some of the slides so that it would make more sense rather than start from the middle where we left off last time in case some of you were not there for the talk in November. Je vais réviser les premières slides pour que cela puisse faire sens pour vous. Okay, so this talk is about the United States Preventive Services Task Force screening recommendations. Cette présentation, c'est sur la recommandation du groupe de travail des États-Unis sur les recommandations préventives. Next slide, please. So the task force is made up of a group of experts that come together to study all the latest research and come up with recommendations for healthcare professionals on how to best manage patients in the most cost-effective way using the latest evidence-based medicine. Ce groupe de travail est composé d'experts qui se sont réunis pour réviser les dernières données et recherches pour pouvoir fournir des recommandations qui sont de plus en plus moins coûteux pour pouvoir appliquer, pour pouvoir donner des soins efficaces à nos patients. So we then use it as a guide in caring for our patients. Et on utilise ces recommandations comme un outil pour pouvoir prendre soin de nos patients. So it's not uncommon that you'll find a doctor saying, the U.S. Preventative Services Task Force says this, this, and this about this topic. And they use it as a guide in what they're discussing and treating. C'est très courant d'entendre un médecin suggérer selon ce groupe de travail ce que je vais appliquer. And next slide, please. So the members are professionals nationally or sometimes internationally known in their field that are chosen. Next slide. Ces professionnels, ce sont des experts qui sont très reconnus, que ce soit au niveau national ou au niveau international, dans leur champ de travail. And they're only there for 4 years. They're nominated, so it's all publicly done. Ces professionnels sont nominés pour 4 ans. And the next slide. So the task force makes their recommendations, and they give each recommendation a letter grade. So I just want to review this so because this will come into play during the talk. They give each recommendation an A if they find that in all their research that the particular recommendation has high certainty a benefit to be done. So it should always be offered. And as the recommendation... Ce groupe de travail a essayé de classifier ces recommandations en différents groupes ou classes. Et pour le groupe A, c'est une recommandation qui est très bénéfique, qu'il faut toujours aviser aux patients de faire, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui prouvent que c'est bénéfique. And then as we go down to letter B, that means that all the research, all the evidence shows that this recommendation, there's a high certainty that this would be a benefit.
but it's not as strong a certainty as an A, but they still recommend that doctors provide this service. Si vous allez au stade B, il y a une certitude qui est tout à fait modérée, mais qui n'est pas assez forte comparativement au groupe A. Mais c'est toujours recommandé de fournir ce service. And then we move on to C. It's less strong. However, they say it's possible that there's a benefit and you can offer this service, but some groups, some of the evidence is not as strong. Pour le groupe C, c'est toujours recommandé, mais l'évidence n'est pas assez forte comparativement au groupe B, au groupe A. Et dans certaines situations, on peut toujours suggérer de fournir ou de réaliser ce service. And then D, they say that there's high certainty, moderate to high certainty that there's no benefit, or that it might be more harmful than beneficial, so they do not recommend certain service be offered. Pour le groupe D, ce groupe de travail recommande de ne pas utiliser ce service parce qu'il y a beaucoup de recherches qui, à certaines fois, que le bénéfice ne surpasse pas les conséquences négatives. And I means that they're not sure. They need more studies to come to a decision on whether it's good or not. And they should, if something is offered, the patients should understand that we don't have enough evidence to say that this would help or not. Pour le groupe I, c'est le groupe n'a pas assez de données pour pouvoir recommander la pratique ou encore le service. Si le patient veut réaliser ce service qui est de catégorie I, il faut avoir une discussion entre le médecin et le patient, et parce qu'il n'y a pas assez d'études qui peuvent soutenir cette recommandation. And next slide. So now that you know the grade letter recommendations, Sorry, it seems to kind of be lagging. Hold on. okay. The next slide, but video is not. Oh, there we go. It's just. Okay. Sure. And then this continues. They say they give the letter grade, and then with high degree of certainty, moderate or low, depending on how strong the evidence is. So A pretty much. Okay, good. En plus de la recommandation avec par ordre alphabétique, ils vont aussi, à l'intérieur de ces catégories, fournir une évidence qui est assez élevée, modérée ou encore faible. And so for high certainty, that means it doesn't matter if people do any more studies on this, it's not going to change the results. We know that the person it should be done. Pour la catégorie élevée, et ceci n'est pas important s'il va y avoir d'autres études, parce qu'on a assez d'études qui montrent que ce service doit être fourni et qui montrent de façon catégorique que c'est très bénéfique. Next slide. And when they're making the recommendations, this is important. They don't consider how much a test is going to cost in making a decision on what grade to give it. And the recommendations only apply to people who have no signs and no symptoms of a disease. This is only for screening, which is very important to remember. Et pour quand le groupe de travail fournit cette recommandation, il n'inclut pas le coût du service dans la recommandation encore pour pouvoir assigner un niveau. Et deuxièmement, il recommande d'appliquer ce principe uniquement chez les patients qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire c'est uniquement dans les cas de dépistage. So therefore, these recommendations only address services offered in the primary care setting. We're not talking about specialists. I'm internal medicine doc, so it's only for primary care doctors who are taking care of patients who have no symptoms. Et ces recommandations s'appliquent uniquement pour les médecins de famille, les médecins généralistes ou encore qui
prennent soin des patients en milieu ambulatoire. Ceci ne s'applique pas aux spécialistes, c'est uniquement pour les médecins généralistes ou encore les internistes, les médecins de famille en milieu ambulatoire. Next slide. So, just to briefly give you, this list is all grade A recommendations, which means 100% these things should be done on patients. Everything you see on this list. Pour cette liste, vous avez les différentes recommandations qui ont un niveau de recommandation de type A. Tout ce que vous voyez sur ce slide est recommandé. Il y a beaucoup d'évidence qui les supportent. So, for example, pregnant women should be checked for infection, urine infection. Blood pressures should be checked in all adults. Par exemple, il faut faire un dépistage de bactéries chez les femmes enceintes. Et également, il faut essayer de contrôler, encore de mesurer la pression artérielle chez tous les adultes. Cervical cancer screening for women between the ages of 21 and 65. And colon cancer screening should be done as well. Folic acid prior to conception, screening for Hep B, syphilis at prenatal visits, screening for HIV in ages 15 to 65, all pregnant women for HIV, and you should ask all pregnant women about smoking, and they should all be counseled. These are all grade A recommendations. Comme d'autres exemples, il faut faire le dépistage du cancer du corps de la matrice chez toutes les femmes entre 21 à 65 ans, faire le dépistage du cancer du côlon à partir de 50 ans, et il faut fournir de l'acide folique avant la conception pour prévenir les dommages du tube neural chez une fille qui est en âge de procréer et qui désire être enceinte. Il faut faire le dépistage pour l'hépatite B, la syphilis, au cours de la visite prénatale, de la première visite prénatale, faire le dépistage du VIH chez les personnes âgées entre 15 et 65 ans. Il faut également faire le dépistage chez les femmes enceintes et en plus, il faut conseiller toutes les femmes enceintes ou encore dépister, de les aviser à rapport avec la consommation du tabac. Next slide, please. Thinking. So while we're waiting, oh, it came up. So this was a question to kind of reinforce this. A 38-year-old woman who's a mom, 2 children, has a high-stress job. She smokes 10 cigarettes a day. She eats fast food, and she doesn't exercise. No family history. She's not on any medications. The rest of the exam is normal. Oh, c'est une fille de 38 ans qui est venue pour un examen de routine. Elle est une mère de 2 enfants qui travaille en plein temps dans un travail qui est assez stressant. Elle fume 10 cigarettes par jour. Elle mange des nourritures, les fast-food 3 fois par semaine. Consomme de l'alcool 2 fois par nuit. Elle ne fait pas d'exercice. L'histoire familiale est insignifiante. Elle ne prend pas aucun médicament. Okay, next slide. I don't know why it's so delayed, but it will come up. So the question is, which of the following will have the largest impact on this patient's health? Which one would you recommend for her to do if she's seeing you in your office?
decrease alcohol consumption, exercise 30 minutes a day, 5 days a week, eat more fruits and vegetables, stop smoking, or manage your stress with relaxation techniques. Quelle serait l'intervention qui sera la plus efficace si vous voyez ce patient dans votre clinique? C'est de demander à la personne de réduire sa consommation d'alcool, de faire des exercices de 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, de consommer une diète qui est beaucoup plus nutritive, avec beaucoup plus de fruits et de veggies, d'arrêter de fumer ou encore de faire des séances de relaxation pour pouvoir gérer son état de stress. And the answer will be D, smoking cessation. That would have the largest impact. And again, that's a grade A recommendation to stop smoking. And you should counsel patients every visit. L'intervention qui sera la plus efficace, c'est de demander ou encore de conseiller la patiente d'arrêter de fumer. C'est l'intervention qui a une recommandation de type A qui aura le plus d'impact sur la patiente. Okay. If you notice, the rest of them were not grade A recommendations. None of the others were on the list. Si vous pouvez remarquer, les autres interventions ne feront pas partie de la recommandation de type A. Next slide. And the rest of the recommendations are not grade A. Some of them might be grade B. So the rest of them are listed there, but we're going to go through selected ones. Some of these are newer ones like screening for abdominal aortic aneurysm, which we'll just touch on. Next slide. Il y a d'autres recommandations qui ne sont pas de type A, mais qui sont peut-être de type B, qui sont recommandées. On va essayer de voir certaines de ces recommandations dans la prochaine slide. Okay, and next slide. And these are all continued recommendations. Next slide. Ce sont surtout d'autres recommandations. And cardiology recommendations. These are just the risk factors for heart disease. Ceci, c'est un ensemble de facteurs de risque pour des maladies cardiaques. The older age, male sex, hypertension, dyslipidemia. Âge élevé, genre masculin, l'hypertension et l'hyperlipidémie. Okay. Next slide. Okay, one recommendation that's newer is this one: screening for abdominal aortic aneurysm. Ceci, c'est une recommandation qui est récente, c'est faire le dépistage pour l'anévrisme abdominal aortique. And they recommend, the United States Preventive Services Task Force, they recommend with a grade of B to screen men who have ever smoked at least 100 cigarettes in their lifetime, for them to have a one-time screening for aneurysm with an abdominal aortic ultrasound. Donc, le Task Force a recommandé de faire le dépistage pour l'anévrisme aortique abdominal chez les hommes qui ont fumé plus de 100 cigarettes au cours de leur vie et qui sont âgés entre 65 ans et 75 ans, de faire le dépistage au moins une fois durant leur vie. And they don't recommend screening women because the research shows that it really is not a benefit. There's not that many women who actually will get it, so they don't recommend for women. Et le groupe de travail ne recommande pas de faire le dépistage chez les femmes. Next slide. And the subsequent slides go into detail about why women they recommend that women should not get screened. It's based on the evidence-based medicine and the data that it doesn't show that you find a lot of women with aneurysms. Et le prochain diapo discute de pourquoi c'est pas recommandé de faire le dépistage chez les femmes et parce que les différentes études n'ont pas pu démontrer qu'il y a un nombre significant de femmes atteintes de cette pathologie.
so it's still trying to turn. But while we're waiting for the next slide, they also mentioned that if you were to take some of these women to surgery, the risk would be greater. Women in general would have smaller anatomy, so it even carries a higher surgical risk, so it's not really worth it. De plus, il mentionne si vous avez dépisté une femme avec l'anévrisme aortique abdominale, le risque au cours de l'intervention chirurgicale seront très élevés de par de leur anatomie, donc c'est pas recommandé de faire ce dépistage en général. Next, is it stop? Next slide. Hold on. Yeah. Let me try to reshare. Sometimes. Because on my computer, that's it. Okay, good. So for women, it's a grade I. Go ahead, next slide. So it's grade I for women. And keep going. And keep going, because this is where we mentioned this. Yeah, here's where we are. Okay, this is where we left off last time. Okay, so, and what about screening patients who come in for a checkup with an EKG? Should this be done? And so the U.S. Preventive Services Task Force looked into, should we do this on asymptomatic patients? Si vous avez un patient qui arrive à votre clinique, est-ce qu'on doit faire un ECG de routine? Okay, next slide. And again, these are asymptomatic people. We're not talking about, the uncontrolled diabetic with, heart failure and, all kinds of problems. We're not talking about that. Encore une fois, on parle des personnes qui sont asymptomatiques. On n'inclut pas les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou encore l'hypertension artérielle non contrôlée. C'est uniquement pour les patients qui sont asymptomatiques qui présentent dans votre clinique. So if you have a pretty healthy person who comes in to be checked, he doesn't have complaints of chest pain, no family history, he doesn't need an EKG for that visit. That's a grade D of recommendations. If they're asymptomatic, they have low risk of heart disease, excluding pilots and operators of heavy equipment. Because of their job, even if they're asymptomatic, you have to screen them. Si vous avez un patient qui arrive à votre clinique qui est asymptomatique, qui n'a pas de facteur de risque de maladie cardiovasculaire, il ne faut pas faire un ECG. Dans cette catégorie, on a exclu les opérateurs d'équipements d'engins lourds et encore les aviateurs parce que leur travail pose un risque élevé, on peut faire un ECG. So always important to ask them what their occupation is, but it's grade I recommendation. And the reason is we're moving toward high value care. And that's a phrase you're going to be hearing a lot now. And I actually like high value care. And they say, what will it change? How will it change your management? Because if the person has high cholesterol, for example, then you would, and they have a score that says that they need to be on a statin, you're going to put them on the cholesterol medicine. Is not going to, that's going to be the best thing for them, and putting them on aspirin. Adding the EKG is not going to add anything to the care in the management. Et la recommandation est de type I, s'il n'y a pas assez d'études qui supportent de faire le CG, et en plus, on essaie de s'approcher ce qu'on appelle de fournir des soins qui sont efficaces, de grande valeur, parce que si vous faites le CG, c'est très probablement le CG ne va pas modifier le traitement que vous allez fournir au patient. Si c'est un patient qui a une hyperlipidémie, très probablement, vous allez le passer sur les statines ou encore de l'aspirine sans pour autant modifier votre traitement en fonction de l'ECG. Next slide. It's thinking. Okay. I don't know why it's so delayed, but I'm just gonna skip and. Okay. So, if question,
18-year-old man seen for pre-participation sports evaluation. He has no complaints, no symptoms, and he played basketball for the past 3 years without any limitation and remains active in the off-season by participating in cross-country running and soccer. Hypertension was recently diagnosed in his father. He has no family history of cardiomyopathy or unexplained sudden death. Vous avez un jeune homme de 18 ans qui est venu vous voir pour une évaluation sportive. Il n'a aucun complaint. Il joue au basketball au cours des 3 dernières années sans aucune limitation. Et il reste actif au cours des vacances en participant aux jeux de football et à la course. Son père avait été diagnostiqué avec l'hypertension. Il n'a pas d'autre famille d'histoire, il n'a pas d'antécédent de suffisance cardiaque ou encore de mort subite dans sa famille. Okay. Next slide. So, on physical, he has normal blood pressure. His pulse is low. His lungs are clear. He has no jugular venous distension. His heart exam shows prominent apical impulse that is not sustained or enlarged. S1 is slightly increased. S2 is normally split. No murmurs, rubs, or gallops. The remainder of the exam is unremarkable. L'examen physique, sa pression artérielle est normale, sa fréquence cardiaque est à 52 et il est bradycardique un peu. L'examen des poumons est normal, il n'y a pas de distorsion des veines jugulaires. L'examen cardiaque est tout à fait normal avec l'intensité de S1 du premier bruit cardiaque qui est légèrement élevé. Il n'a pas de murmure, pas de galop et le reste de son examen physique est tout à fait normal. Next slide. Which of the following is the most appropriate next step in the management? Echo, stress test, EKG, or no further testing? Quelle est l'étape le plus important, le plus approprié au cours pour sa prise en charge? Oh, sorry. L'échocardiographie, faire un examen de stress test d'effort, un ECG ou encore ne pas réaliser aucun test. So then again, high value care, the answer is going to be no further testing. And you can confidently tell them nothing. And again, separate from USPSTF, in terms of heart murmurs, just an aside, the new recommendations are, if you have someone with a heart murmur, you don't need to jump and get an echo for every single person. Only if the person has a grade 3 or greater systolic murmur, any diastolic murmur, those are the ones that would need an echo. Everybody else doesn't need the rest don't need an echo. Encore une fois, pour fournir des soins de grande valeur, il ne faut pas réaliser de tests additionnels pour ce jeune homme. De façon, on peut faire l'échocardiographie si le patient a un murmure qui est de grade 3, ou encore pour toute personne qui a un murmure diastolique. À part cela, il ne faut pas faire d'autres tests pour les murmures qui sont en général très bénins. Next slide. Okay, so now, other cardiac tests, what should we do? So now the other tests are like the carotid artery ultrasounds. They're saying it's grade D because there's a lot of false positives. And they say there's relatively few strokes that start from the carotid. But there's still studies going on in terms of the carotid stenoses and whether they should stent or not. Encore pour le dépistage de la sténose des artères carotidiennes, c'est une recommandation de groupe D.
Mais il y a d'autres études qui sont en cours pour pouvoir savoir si faire le dépistage peut des fois même poser des conséquences pour le patient. So the CREST-2 trial is underway right now. They're looking at it, 2,400 patients with greater than 70% stenosis, and they're grouping them to surgery with intensive medical management, stenting them, and getting intensive medical management, or just intensive medical management alone. The study is not done yet. Il y a le CREST-2, l'étude de CREST-2 qui inclut 2400 patients qui ont une sténose carotidienne qui est supérieure à 70%, et on divise ces patients en 3 groupes. Un groupe qui vont subir la chirurgie avec un traitement médical qui est intensif, un groupe qui va avoir un stent avec un traitement médical intensif, et un groupe où on ne va pas faire d'intervention chirurgicale, qui aura uniquement une intervention médicale. Donc, on n'a pas encore les résultats de cette étude. And next slide. So maybe when that study comes out, we might change the grade recommendation. Probablement, quand on a les résultats, quand on a les résultats de cette étude, on pourra changer la recommandation. Mais pour le moment, on n'a pas assez d'évidence pour pouvoir recommander le dépistage. Now, the next slide shows you some other tests that we can do for heart screening. And those are still up in the air in terms of C-reactive protein and things, and that all varies compared to like European study, Canadian study, or the US study. So those are up in the air still. Il y a d'autres études qui utilisent les marqueurs de l'inflammation, comme la vitesse de sédimentation, la protéine C-réactive, pour pouvoir estimer les risques cardiovasculaires, mais ces genres d'études sont toujours en cours, principalement en Europe. We lost her. Okay, hopefully she will reconnect in a second. Relief. Okay, and then so aspirin. This is a new one as well. So a lot of patients ask, should we be on aspirin or not? So the new thing is, for adults ages 50 to 59, they say definitely you should be on aspirin to help. But then in the 60s, actually they're saying it's a grade C. Recommandation concernant l'aspirine, beaucoup de patients demandent est-ce qu'ils doivent prendre de l'aspirine. Il y a une recommandation pour les patients qui sont âgés entre 50 et 59 ans, mais à partir de 60 ans, cette recommandation est gradée au niveau C. Which, you know, for a doctor, you think, oh, we thought everybody should be on aspirin, but with the latest study, they say no, because it could increase the risk of GI bleed. And so you need to talk with your patients about the risk. And they say if the patient has a risk score of greater than 10%, and they're going to live longer than 10 years life expectancy, and they're not at increased risk of bleeding, and they're willing to take the aspirin for at least 10 years, then they can go on the aspirin. But they have to be willing to accept the potential harms of being on aspirin. But if qui sont âgés de 60 ans, il y a un risque élevé de saignement gastro-intestinal. Donc, si le patient a un risque cardiovasculaire qui est supérieur à 10%, et ce patient va vivre plus de 10 ans, et ce patient n'a pas un risque élevé de saignement gastro-intestinal, il faut essayer de discuter de façon individuelle au patient, et si le patient accepte ce risque, il peut prendre l'aspirine. And just to mention about the risk score, that is what we go by now. They don't go by a goal of less than 200 for cholesterol. They don't really follow the number goal anymore.
They calculate a person's risk score based on their age, their race, their sex, whether they have hypertension or not, and are on medications, whether they have diabetes or not, and what their total cholesterol is and what their HDL is, and whether they smoke. So they calculate all that, and usually there's an app that you can calculate it. And if your score is if the ASCVD score is greater than 7.5%, then you should be on moderate intensity statin. And if you've had heart events or not, then if you have had a heart attack or stroke, then you should be on high intensity. So that's what they mean by the score. Pour le score, autrefois, on savait utiliser une valeur nominale, mais maintenant, on essaie d'utiliser un pourcentage, et ceci, c'est basé en fonction de l'âge de la patiente, de son sexe, si le patient a soit d'hypertension, de l'hyperlipidémie, si le patient fume, et si vous avez un score qui est supérieur à 7%, ce patient peut nécessiter de statine, ou encore si c'est un score qui est élevé à supérieur à 10%, le patient peut nécessiter d'autres interventions pour essayer de réduire les risques cardiovasculaires. So every patient now, we calculate their score and then determine whether they need a statin or not. Donc, pour tous les patients maintenant qui sont de ce groupe, on calcule leur score et on détermine si ces patients doivent être sur des statines ou pas. Okay. Next slide. So patients younger than 50, the grade is I on whether they should be on an aspirin. Again, this is low-risk patients. Pour les patients qui sont âgés de plus de 50 ans ou encore de 70 ans, le risque la recommandation est de faire partie du groupe I. Il n'y a pas assez d'évidence pour essayer de supporter cette recommandation. Can you guys see the screen at all? No. Okay, I don't know what happened. I'm going to just try this again. Okay. I see you. Okay, so here's the question to reinforce what we just learned. 55-year-old man is evaluated during a new patient visit. He feels fine, he has no symptoms, but he asks for advice on reducing his heart disease risk because his younger brother just had a heart attack. He's sedentary, but he doesn't have any symptoms, cardiac symptoms. He is obese, he does have hypertension, so he's on hydrochlorothiazide and lisinopril. Pour essayer de renforcer ce qu'on vient de discuter, c'est un adulte de 55 ans qui est venu vous visiter comme une nouvelle visite. Il se sent bien, il n'a pas de symptômes, mais il vous demande votre avis pour pouvoir réduire son risque cardiovasculaire parce que son jeune frère vient d'avoir une insuffisance cardiaque, un infarctus du myocarde, pardon. Il est sédentaire, mais il n'a pas de symptômes cardiopulmonaires. Son histoire médicale est significante pour l'obésité et l'hypertension. Les médicaments qu'il prenne sont l'hydrocortisone et le lisinopril. Next slide. So his 10-year risk for a major cardiac event based on the Framingham risk calculator is 12%. Patient is instructed on lifestyle modification and is started on a moderate intensity statin. Donc son risque à 10 ans, son risque cardiovasculaire à 10 ans, en se basant sur le Framingham, le calcul de risque du Framingham est de 12%. Donc, ce patient a été instruit pour pouvoir modifier son train de vie et également, il a été initié sur une statine comme le simvastatine. Okay. And then again, a note, there's the ASCVD score, which is the atherosclerotic cardiovascular disease score that they go by 7.5% cutoff. And then this other score is the Framingham risk calculator, which is another calculator. But most people, I think we use the ASCVD more than this one, but it's about the same. Il y a un autre score qu'on appelle ASCVD, ou encore des fois on utilise
le Framingham, le calcul en se basant sur le score de Framingham. Pour les STBDC sera de 7,5%, mais pour le Framingham, c'est environ 12%. Okay. Next slide. And then this is just telling you his vitals. His blood pressure is a little high, his BMI is high, his waist circumference is high, and his labs are significant for LDL of 137. Total is a little bit high at 207. Triglycerides a little high at 180. A1C is normal, and HDL is a little low. Ceci, c'est l'examen physique avec une pression artérielle qui est de 136 par 82. Son BMI, son indice de masse corporelle est de 34. Et l'examen physique est normal. Il y a un taux de cholestérol LDL à 137. Le taux d'hémoglobine A1C est normal. Les triglycérides sont à 180. Et son taux de HDL est à 34. And just to review, I think last time we had a question about BMI. Body mass index is your weight in kilogram over your height in meters squared. Anything over 25 is considered overweight. Anything over 30 is considered obese. L'indice de masse corporelle, c'est le rapport entre votre poids en kilogrammes sur votre taille en mètre carré. Et tout ce qui est supérieur à 24, c'est surpoids. Et supérieur à 30, c'est l'obésité. Okay. Next slide. So which of the following is the most appropriate additional treatment for reduction of this patient's cardiovascular risk? Is it aspirin, diltiazem, fenofibrate, or metformin? Lequel de ces traitements additionnels est approprié pour pouvoir réduire le risque cardiovasculaire chez ce patient? Est-ce que c'est l'aspirine, le diltiazem, phénofibrate ou encore metformin? And the answer again, aspirin. Now, the rest, they haven't been shown to decrease the risk. Although there was a recent cardiology big conference that was held that they changed some cardiology cholesterol recommendations, but aspirin is the answer. Dans cette question, l'aspirine est la question appropriée. Okay. Next slide. Okay, next we move out of cardiology to some OBGYN recommendations for primary care doctors. Next slide. On va passer aux recommandations obstétricales pour les médecins généralistes. For sexually active women, age 24 and younger, and high-risk older women, screen for gonorrhea and chlamydia, grade B recommendation. Pour les jeunes filles qui sont sexuellement actives, qui sont âgées de 24 ans, encore qui sont beaucoup plus jeunes. And for the male, there's insufficient evidence for screening men. But in the high-risk areas, men who have sex with men and things, so that would be a different category that they should probably be screened. Pour les jeunes filles, c'est une recommandation de grade B, mais il n'y a pas assez d'évidence pour les hommes, c'est de grade I. Okay. Positives, of course, you recheck them to make sure that they've been cured at 3 months. And it's better to treat them on site to make sure that they take the medicine is ingest. Si le test est positif, il faut s'assurer que vous les retestez pour s'assurer qu'ils ont été bien traités après 3 mois. Et il faut initier le traitement au moment de la visite pour s'assurer que le patient ait pris le médicament. And we can do urine gonorrhea chlamydia screening, and it's just as accurate as actually doing the cervical swab or the urethral swab. On peut faire le test urinaire qui est assez efficace ou encore assez sensitive comparativement à l'examen urétral ou encore l'examen de l'endocervix. Next slide. And going back again we know that for women who
who are pregnant, we treat for bacteriuria. But what about, should we be checking anyone who has no symptoms and treating them for UTI? And the USPSTF says we don't need to treat asymptomatic bacteriuria. Pour les femmes enceintes qui sont asymptomatiques avec une bactérie, c'est une recommandation de grade A. Mais pour les autres femmes qui ne sont pas asymptomatiques, qui sont asymptomatiques, les hommes ou les femmes, c'est une recommandation de groupe D. And this is very important in daily practice because it comes up a lot. And it's again high value care, going back to the high value care new way of practicing. Et ceci, c'est encore ce qu'on appelle de fournir des soins qui sont de grande valeur et qui sont des pratiques tout à fait efficaces. So if you have an asymptomatic pregnant woman, you should do a urine culture on her. They recommend that in the 12 to 16 weeks or at the time of their first prenatal visit, if they come later, they need to get a urine culture. Culture is the gold standard because the urine dip is not very accurate for positive and negative predictive value. And the reason why is because these moms-to-be's with asymptomatic bacteriuria have a high chance of coming down with pyelonephritis and low birth weight babies. Il est très important de faire le dépistage entre 12 et 16 semaines de gestation, mais si la mère présente de façon plus tard, on peut toujours faire le dépistage. Il faut surtout essayer de faire le test en utilisant les cultures urinaires parce que l'examen direct de microscopie ne sont pas tout à fait efficaces parce qu'ils ont une valeur prédictive qui sont tout à fait inefficaces. So this is Il faut important. essayer de traiter ces femmes parce que si vous ne traitez pas la bactérie asymptomatique, ceci peut développer, peut aboutir à la pyélonéphrite ou encore la femme peut avoir un enfant qui a un poids qui est inférieur pour son âge à la naissance. So that's a grade A recommendation. So you as a primary care, you could be making the diagnosis of pregnancy in your office and they haven't seen the gynecologist yet. And they might not have an appointment for a while to see the OBGYN, so you have to do the urine culture yourself to help, so you should know that. And then for women who are asymptomatic and for men, if you see a urine that's dirty, they have no symptoms, no need to treat. Same applies for yeast also, by the way. Donc, si vous avez un médecin et vous voyez une femme enceinte et qui a une bactérie asymptomatique, vous pouvez commencer à faire le traitement avant même que la femme enceinte ait la possibilité de voir son gynécologue. And next slide. So, what about pelvic exams? Just screening pelvic exams. They say you don't need to do pelvic exams on asymptomatic non-pregnant women. And they recommend, this is the American College of Obstetrics and Gynecology, they do recommend an annual exam in women aged 21 and older, but only if, after discussing it with the patient, if they want to. So no reason to check the pelvic exam in between the years that you're doing the pap smears, unless they have something going on, like discharge or something that they're concerned about. Encore, c'est le grade I, il n'est pas recommandé de faire un examen pelvique chez une femme qui est asymptomatique, ou encore de ne pas faire d'examen pelvique entre les séances de pap smear. And this is important because sometimes you'll have patients that come to your office and they want to get a complete physical exam, and sometimes they may say, well, the doctor didn't do anything. He didn't even ask me to get undressed. But if you had no symptoms, there's no reason for it. There's no reason to do it. Des fois, vous allez avoir des patients qui vont venir à votre clinique qui vont dire que le médecin n'avait pas réalisé un examen pelvique et en général, s'il n'y a pas eu de symptômes, ce n'est pas nécessaire de faire un examen pelvique.
And next slide. So this is a good one too. Aspirin in high-risk women for preeclampsia. So they're recommending low-dose aspirin, 60 to 150 milligrams, after 12 weeks gestation in those at risk for preeclampsia. It's a grade B recommendation because it reduced preeclampsia risk by 24% in clinical trials, and it also reduced the risk of preterm birth by 14% and IUGR by 20%, that is intrauterine growth retardation. And this did not increase the risk of placental abruption, they found, and it didn't increase the risk of the mom having postpartum hemorrhage or fetal intracranial bleeding. Donc, si vous avez une femme enceinte qui a un risque élevé de prééclampsie, c'est recommandé d'initier une dose faible d'aspirine de 60 à 150 mg après la 12e semaine. C'est un grade B. Ceci va réduire le risque de prééclampsie par 24%, dépendamment des études que vous regardez, et ceci peut réduire le risque d'accouchement prématuré par 14%, ou encore de réduction du développement fœtal par 20%. Il n'y avait pas eu d'augmentation de risque d'abruption placentaire ou encore d'hémorragie postpartum ou encore de saignement intracranial chez les fœtus. Okay. Next slide. And then we move on to endocrine recommendations. Next slide. So here's another topic, thyroid. How often should we be checking TSH on people? So if you're not pregnant and you have no symptoms of underactive thyroid like sluggishness, constipation, depression, dry skin, hair falling out, or the reverse, overactive thyroid like palpitations, exophthalmos, lid lag, all that, then you don't need to screen for that. It's a grade I recommendation. There's no evidence that checking this will improve heart disease or related morbidity or mortality. This is, again, asymptomatic. It doesn't improve the quality of life or improve any of the blood pressure, BMI, bone mineral density, or lipid levels. And interestingly enough, 5% of women and 3% of men, they will have subclinical hypothyroidism, but studies show that 37% of them revert to normal after several years, and only 2 to 5% become overtly hypothyroid. Donc, il n'y a pas la recommandation pour faire le dépistage chez les femmes non enceintes, les adultes, c'est de grade I. Donc, c'est pas recommandé, il n'y a pas assez d'études pour supporter. Et il n'y a pas d'évidence que faire le test de la thyroïde va améliorer les risques cardiovasculaires ou encore améliorer la morbidité ou la mortalité. Et faire le dépistage chez les personnes qui sont asymptomatiques ne vont pas améliorer la qualité de leur vie, leur pression artérielle, l'indice de masse corporelle ou encore la densité osseuse ou encore améliorer les taux de cholestérol. Et en plus, 5% des femmes et 3% des hommes vont avoir une hypothyroïdie subclinicale, subclinique, et les études ont démontré que 37% de ces patients vont retourner normal après beaucoup d'années. Seulement 2 à 5% vont devenir hypothyroïdes, vont développer une hypothyroïdie qui est franche. And again, this is going back to high-valued care. The new wave is high-valued care. And also, it can cause a lot of anxiety for patients. If you tell someone they had no symptoms, that now they have an abnormal lab, this could make them anxious for no reason and bring up their bill for no reason as well. Et encore, c'est sûr que retourne sur ce qu'on appelle fournir des soins de grande valeur. Il n'y a pas de raison pour faire le dépistage si le patient n'a pas de symptômes. Faire le test peut des fois aboutir à des anxiétés pour le patient. Okay. And next slide. Okay. Can you see the slide at all? No? Mm-hmm. Okay. Thank you. Okay, here it is. And this just goes into more detail about the prevalence of it.
Again, these are patients who have no symptoms. Remember that all of these people have no symptoms. So the prevalence of subclinical overactive thyroid is 0.7%, women greater than men, and a quarter of them, of that small number, become euthyroid over time. And only 1 to 2% of those with TSH develop overactive thyroid, and those with TSH that are 0.1 to 0.45 are unlikely to progress to overt hyperthyroid. But I want to tell you that the exception is if you have someone with a TSH that's very high, that's over 11, and if they're pregnant, then you need to treat them if they're pregnant. Donc, pour le dépistage de la thyroïde, la prévalence est de 0,7% de forme d'hyperthyroïdisme, supérieure chez les femmes que par rapport aux hommes. 25% vont devenir euthyroïdes avec le temps. Et ceux qui ont un taux de TSH qui est entre 0,1 ou encore 0,4 n'ont pas vraiment beaucoup de chance pour pouvoir progresser vers une forme d'hyperthyroïdisme. Mais si vous avez une femme enceinte qui a un taux de TSH qui est supérieur à 11, il faut essayer ou compenser à traiter cette patiente. Anyone who's over 11 and any pregnant ladies, they should be treated, even if it's not over 11. And then toutes les femmes enceintes qui ont un taux supérieur à 10, et même lorsqu'elles ne sont pas enceintes, il faut penser à les traiter. Okay. And they haven't done any studies on the benefits of treating subclinical overactive thyroid on health outcomes like fractures, cancer. And one study that looked at bone density showed no outcome, but it only had an N of 67. Il n'y a pas eu d'études qui montrent que le traitement de l'hyperthyroïdisme va avoir un bénéfice sur la densité osseuse. Il y a eu des études qui a inclus uniquement 67 patients, une étude qui était très de taille minime, qui n'a pas vraiment montré qu'il y a eu de bénéfices sur la... Okay. Next slide. Sorry, I'm trying to reshare it. I don't know why my computer isn't working very well. There we go. So, and then we move on to osteoporosis screening. It's a grade B for women over 65 to get bone mineral density done. Over 65, that's a grade B. Younger than 65 who are at an increased risk, as determined by their FRAX score, then it's grade B. And FRAX is another calculation that you can find the app for or find it online, that you plug in the values and it will tell you if the person is at high risk for fracture. For men who are asymptomatic, the grade is an I. Faire le dépistage pour l'ostéoporose, c'est recommandé chez les femmes de 65 ans ou encore beaucoup plus âgées, avec une densitométrie, c'est une de grade B. C'est recommandé chez les jeunes femmes, chez les femmes de moins de 65 ans qui ont un risque élevé en se basant sur le FRAX score. Le FRAX score, on peut toujours plugger les informations dans un app et c'est de grade B. Et pour les femmes qui sont asymptomatiques, encore les hommes qui sont asymptomatiques qui sont à risque minime, c'est de grade I. Next slide. So here's a question to reinforce that. You have a 58-year-old woman evaluated during a routine exam. She has no symptoms, no medical history. She smoked socially in her 20s, but now she does not smoke. Family history, her mother had a hip fracture in her 70s. She has 2 cousins who have hypothyroid. She takes no medications. Her physical exam, blood pressure and temperature, pulse is normal. BMI is normal. The remainder of the physical exam is normal. Vous avez une fille de 58 ans qui est évaluée au cours d'une visite de routine. Elle n'a pas de symptômes. Son histoire n'est pas remarquable. Elle fumait au cours de son adolescence, mais elle ne fume plus. Son histoire de famille est assez référente pour sa mère qui a une fracture de la hanche
au cours de ces années 70, de ses 70 ans, et elle a deux cousines qui souffrent d'hypothyroïdisme. Elle ne prend pas de médicaments. À l'examen physique, la température est normale, la pression artérielle est normale et sa fréquence cardiaque est de 72 cycles par minute. Son indice de masse corporelle est 24. Le reste de son examen physique est normal. Next slide. And her cholesterol, her sugar that were done a year ago were normal. She had a pap smear with HPV done 3 years ago that were negative. Her FRAX score was 13% risk for having a fracture over the next 10 years. Son examen physique et son taux de glucose réalisé un an auparavant était normaux. Examen de pap smear réalisé 3 ans était normal et son risque de fracture en utilisant le FRAX score indique qu'il a un risque de 13% pour développer une fracture ostéoporotique au cours des prochaines 10 ans. Next slide. So which of the following is the most appropriate screening test for this patient? Lequel de ces dépistages est approprié pour ce patient? Does she do the bone density, which is a dual energy X-ray absorptiometry scan, lipid check, sugar level, pap smear, or TSH level? Doit-on réaliser l'examen densitométrie, encore l'examen osseuse, faire l'examen des lipides à jeun, mesurer la glycémie, faire un pap smear ou encore si on doit mesurer le taux de thyroïde? So again, based on the USPS TF screening recommendations and high value care, she will need bone density. Cholesterol was just checked last year. Sugar was just checked last year. They were fine. Her pap smear was done including an HPV that was 3 years ago. So once she has an HPV with the pap, we don't need another one for 5 years. And she has no symptoms of underactive or overactive thyroid to press us to check the TSH. Donc, se basant sur la recommandation du task force, donc ce patient nécessite uniquement une évaluation osseuse pour la densitométrie. Et son taux de cholestérol était normal, de même que son taux de glucose un an auparavant. Elle a eu un pap smear qui était normal 3 ans avec la recherche de l'human papillomavirus. Donc, elle ne nécessite pas un autre pap smear par avant 5 ans et elle n'a pas de symptômes qui vous indiquent qu'il souffre d'hypo ou d'hyperthyroïdisme. And remember, they said you don't need to do another pelvic exam on her. She has no symptoms. She has no vaginal discharge, anything. So she doesn't even need to undress. On ne doit pas faire un examen pelvique sur cette personne qui n'a pas de symptômes. Elle n'a pas de discharge de sécrétion vaginale. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire un examen pelvique. So the FRAX score, any score greater than 9.3% would tell you that this person needs to be on medication for osteoporosis because she's at risk in the next 10 years of having a fracture. Le FRAX score, si c'est supérieur à 9,3%, cela vous indique que ce patient a un risque élevé d'avoir une fracture ostéoporotique majeure au cours des prochaines 10 ans. Next slide. And vitamin D, going on, so the latest craze is everybody wants to get their vitamin D. Most of the time we find it very low in most patients. The screening recommendation is I, and they say there's lack of consensus on lab values to define what is considered a deficiency, and so they don't recommend checking it. However, this is again for asymptomatic, but in practice, we still are checking it, but officially they say you don't need to check. Encore pour le dépistage de la vitamine D, c'est une recommandation de grade I. Il n'y a pas assez d'évidence qui soutient pour pouvoir faire le dépistage, mais en pratique, beaucoup de médecins
mesure le taux de la vitamine D. And next slide. Sorry, it's thinking. There we go. Okay, next we move to neurology. Next slide. So, cognitive impairment in older adults. So, should we screen for dementia? If an elderly person comes to see you, should you screen them? And that's a grade I, because they say person's having no symptoms, family's not complaining of anything. So they recommend you don't need to screen them if there's no worry about this. Est-ce qu'on doit faire un dépistage chez un adulte qui vous voit, qui est venu vous voir à la clinique pour la démence? C'est un grade I. So mild cognitive impairment is different than dementia because mild cognitive impairment is not severe enough to interfere with someone's daily life. They can still take care of themselves and everything. So, and then if you put someone who's coming to you and saying, I think I'm forgetting where my keys are, where I parked my car, put them on medication. Drug therapies and non-pharmacological interventions have shown little short-term benefit. Donc, si vous avez un patient qui vous dit qu'il a des problèmes amnésiques ou encore qui oublie à l'endroit où il place sa clé de voiture, on peut essayer de mettre le patient sur médicaments, mais ces médicaments en général ont un bénéfice à court terme. And a lot of the medications like donepezil cause bradycardia and all kinds of side effects that they could have too. So it's not worth the side effects. Polypharmacy. Ces médicaments ont des effets secondaires. So in summary, as I said, medicine is moving toward high-value care. So the American College of Physicians, along with a lot of other organizations, they're working on a worldwide initiative to promote the practice of high-value care. So we're doing less tests because we have more evidence to prove that it's not going to be helpful and it's just going to cause more anxiety and drive the cost up. And you can more confidently explain to patients why you don't need as many tests. Et en conclusion, la médecine avance pas rapide, ce qu'on appelle de fournir des soins à valeur élevée. Le Collège des médecins aux États-Unis, avec beaucoup d'organisations internationales, essaie de travailler sur une initiative globale pour pouvoir fournir des soins à valeur élevée. On essaie de réaliser le moins de tests possible chez les patients qui sont asymptomatiques. Next slide. I think that'll be the last slide. So, and that's it. And that's my email address.